Bien, VAE, donc les ampliopes, après toutes ces applications, il y a une application très demandée pour le projet de laboratoire. C'est comment générer les signaux. On demande de créer un signal sinusoïdal, rectangulaire, triangulaire. Est-ce qu'avec les ampliopes, on peut s'en sortir? Oui, oui, avec les ampliopes ou bien les transistors aussi, qu'on va voir un peu plus tard. Mais prenons premièrement la définition d'un oscillateur. Donc, un oscillateur, c'est une boîte noire qu'on va alimenter par une source TC qui va nous donner à la sortie un signal à la sortie qui peut être sinusoïdal, rectangulaire ou bien triangulaire. Donc un signal qui oscille. Qui oscille. Donc c'est un élément, on peut penser à un élément qui a une seule porte, bien qu'on alimente. Mais donc il n'y a pas comme une entière une sortie. Donc il y a juste une sortie qui nous donne un signal à la sortie. Donc il y a différents types d'oscillateurs. Il y a des oscillateurs qui vont nous donner un signal, qui vont nous donner un signal à la sortie, un signal sinusoïdal. On peut avoir un signal qui est rectangulaire ou bien un signal qui est triangulaire. Donc là, comment on peut former ces oscillateurs? Il y a différentes configurations. Par exemple, si on veut avoir une sortie sinusoïdale, on pense à un oscillateur à déphasage. Un oscillateur, par exemple, à pont de Vienne, c'est une autre configuration. Il y a d'autres types aussi, comme Colpit, il y a d'autres types d'oscillateurs. Maintenant, au niveau des oscillateurs à haute fréquence, par exemple, on peut utiliser des bobines aussi, des bobines et des condensateurs. On peut penser à un oscillateur comme Hartley, Clapp, donc il y a différentes autres configurations. Maintenant, pour avoir une sortie qui est rectangulaire ou bien triangulaire, on pense à un oscillateur qu'on appelle à relaxation. Et principalement, c'est cet oscillateur-là que les étudiants vont pouvoir concevoir au laboratoire. Donc c'est un bon choix parce qu'au laboratoire, ils ont besoin de couvrir une large bande de fréquence, c'est-à-dire que l'oscillateur doit fonctionner de 10 Hz jusqu'à 200 kHz. Donc, idéalement, c'est mieux d'aller chercher un oscillateur à relaxation. Donc, commençons par la philosophie de l'oscillateur. Comment on peut faire la conception d'un oscillateur? Donc, il y a deux approches. Il y a une approche qu'on appelle une approche de contre-réaction, une approche qu'on appelle l'approche de résistance négative. L'approche de la contre-réaction, c'est que en boucle fermée, il faut que le système nous donne un gain qui est égal à 1 avec un déphasage qui est égal à 0 degré ou bien 360 degrés. Donc si on arrive à respecter cette condition, le système commencera à osciller. Au niveau de la résistance négative, l'approche est un peu différente. Donc on a un système qui contient des pôles qui sont sur l'axe des imaginaires. Probablement avec les résistances parasitiques, ils vont tomber dans la partie négative. Donc on a besoin d'éliminer ces résistances pour pouvoir se placer sur l'axe des imaginaires. Donc, on va ajouter une résistance négative pour pouvoir éliminer ces résistances intrinsèques de la bobine et du condensateur. Donc, quand on est, par exemple, dans la contre-réaction, c'est une notion qu'on comprend très bien, même dans l'analyse des systèmes. Ça veut dire que l'on se place sur la limite de la stabilité. Et le système, il est placé sur cette limite-là et il va régénérer toujours le même signal qui va être bouclé de la sortie à l'entrée et se reproduire encore à la sortie avec un gain 1, parce que si le gain est plus grand que 1, on va rapidement saturer. S'il est plus faible, on va rapidement éteindre ce signal-là. Mais n'oublions pas qu'au début, lorsqu'on va démarrer l'oscillation, on a besoin probablement d'un peu plus grand de gain pour pouvoir faire amorcer le démarrage. Et puis le signal va commencer à s'amplifier, c'est-à-dire va se former. À ce moment-là, la boucle va se fermer et puis la condition d'oscillation va être respectée. Maintenant, si on regarde l'oscillateur à déphasage, donc ça c'est le circuit que vous voyez à l'écran. Donc on a plusieurs résistances et plusieurs condensateurs. Donc principalement on a fermé la boucle. Et si on regarde juste les condensateurs et les résistances, on voit que ce circuit-là va nous donner une atténuation qui est égale à 1/29e. Okay, donc en donnant un certain gain qui est égal à 21, avec un signe négatif bien sûr, on va avoir un gain qui est égal à 1, et la phase va être égale à 0. Donc la source de bruit va commencer à générer l'oscillation. Donc n'oublions pas que le bruit est une fréquence, est une composition de plusieurs fréquences, de 0 jusqu'à l'infini. Donc qui est-ce qui va déterminer la fréquence de l'oscillation? C'est principalement
la valeur des résistances et la valeur des condensateurs. Idéalement, on va mettre des condensateurs et des résistances qui sont identiques pour pouvoir simplifier l'analyse. Et comme vous voyez, la fréquence est donnée par 1 sur 2 pi fois RC multiplié par l'acide de 6. Et là, si on veut varier la fréquence, il faut avoir 3 résistances qui varient en même temps, ou bien 3 condensateurs qui varient en même temps. Oui, on peut faire différemment, mais c'est préférable d'avoir quelque chose qui est plus réalistique. Donc, on va faire bouger les 3 simultanément. Ou bien on peut juste faire varier les 3 résistances ensemble. On a déjà des potentiomètres qui sont qu'on appelle à 3 étages, des potentiomètres tandem qu'on peut changer simultanément. Une autre configuration qu'on peut penser, c'est l'oscillateur à pont de Vienne. Donc, sur l'écran, si vous voyez, il y a 2 circuits qu'on a présentés. Un circuit à gauche, c'est un pont, on le voit directement. Mais à droite, ça ressemble à un circuit comme si on n'avait pas de pont. Mais en réalité, c'est le même circuit. On a juste plié un petit peu les composants. Mais par contre, on voit clairement dans le circuit à droite que ça ressemble à un filtre passe-bande. Donc, c'est un filtre. Donc, c'est plus facile à analyser. Donc, si on analyse seulement le filtre seul, on va voir que le filtre va nous donner une certaine fonction de transfert. Et à une fréquence bien spécifique, on va voir que cette fonction de transfert va avoir un gain qui est égal à 1, avec un déphasage qui va être égal à 0 degré. Donc, principalement, à quelle fréquence ce gain va tomber égal à 1 cette fonction de transfert va être de telle sorte que le gain va être égal à 1. Donc, c'est à une fréquence bien précise. Okay, donc, et c'est à cette fréquence-là que le système va commencer à osciller. C'est quoi cette fréquence? Principalement, on va voir que c'est la fréquence 1 sur 2 pi fois la résistance multipliée par le condensateur. Okay. N'oublions pas que après le filtre, on va mettre un gain qui est à peu près égal à 1 pour pouvoir donner un gain total qui est égal à 1. Donc ça, c'est un circuit qui est vraiment intéressant, qui va nous donner à la sortie un signal qui est sinusoïdal. Okay. Et c'est un circuit vraiment qui est utilisé dans la pratique. Peut-être pour être sûr qu'on va garder l'oscillation, des fois on va ajouter des composants non linéaires dans la résistance de feedback. C'est-à-dire on va ajouter par exemple 2 diodes dos à dos, 2 Zener ou bien 2 diodes à jonction dos à dos pour pouvoir introduire une composante non linéaire pour pouvoir compenser, maintenir l'oscillation. Maintenant, le dernier oscillateur, c'est comme on a mentionné, l'oscillateur à relaxation. Donc, principalement, on va avoir 2 types de sorties. Un signal qui est sinus carré, un signal qui va ressembler à une autre qui est triangulaire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre une bascule Schmitt-Trigger inverseur et d'ajouter un autre feedback à l'entrée négative par une résistance et un condensateur à la masse, tel que montré à la figure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que dans la bascule Schmitt-Trigger, il y avait les points de déclenchement supérieur et inférieur. Donc dès que le condensateur sera chargé à une tension qui est égale à PDS ou bien PDI, il va avoir le déclenchement. Donc comme vous voyez ici, le condensateur va se charger sous forme d'une forme exponentielle. Et puis, dès qu'on va arriver, par exemple, à la valeur PDS, donc on doit retomber en saturation négative. Et dès qu'on va arriver à PD, on va retomber, ou bien on va déclencher vers une saturation qui est positive. Donc c'est comme si on a pris le trigger de Schmitt, et puis au lieu que ce soit une entrée d'un signal quelconque, le signal, en fait, c'est le signal de la charge et la décharge du condensateur. Exact. Dans le Schmitt-Trigger, on avait une entrée, un signal à l'entrée. Ici, on n'a pas un signal à l'entrée, mais principalement, c'est la tension de charge et de décharge du condensateur qui va déterminer tout. Donc, principalement, vous voyez qu'il y a un constant de temps qui est mis en jeu. Oui, donc, à cause de RC qui détermine tout. Là. Oui, c'est la distance. Bien sûr, la période va être déterminée par RC plus les valeurs des 2 résistances R1 et R2. C'est ça. La sortie, comme elle est à la saturation, en haut ou en bas, donc c'est comme si le circuit RC, vous voyez une tension constante, et qu'il se charge, et quand il atteint le point de basculement, il va basculer la sortie, donc la sortie va être à moins, par exemple, et il va se décharger dans l'autre sens. Donc si on regarde l'image, on voit que le signal n'est pas purement triangulaire, on voit que c'est un exponentiel principalement. Donc pour pouvoir rendre cet exponentiel plus proche à
à un signal qui est sinusoïdal, on va essayer d'augmenter la constante de temps, c'est-à-dire de faire de telle sorte que cette courbure va ressembler à une autre qui est beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire sous forme de signal triangulaire. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la constante de temps, c'est-à-dire on va augmenter la valeur de la résistance multipliée par le condensateur pour pouvoir augmenter la grandeur de la constante de temps, c'est-à-dire le temps de transition doit être plus grand avec cette augmentation de la constante de temps. Donc ce circuit-là, vous allez sûrement l'utiliser dans votre laboratoire, le projet de laboratoire. Maintenant, pour les étudiants qui veulent voir comment on a démontré la formule de la fréquence du signal à la sortie, principalement j'ai montré ça dans une des images ici à l'écran. Donc ils peuvent regarder l'analyse et voir comment on est arrivé à obtenir la période du signal qui dépend de la résistance R du condensateur, la capacité C, plus les deux résistances R1 et R2. En fait, pour avoir le signal proche d'un signal triangulaire, c'est sur le gain qu'il faut jouer pour que le signal du condensateur atteigne rapidement le seuil de saturation sans passer trop de temps pour atteindre sa phase exponentielle. Donc on va le voir comme si c'était la partie linéaire. Oui, mais principalement, il faut jouer avec la constante de temps. Okay, donc la constante de temps est un point qui est très important dans cette analyse. Donc vous voyez que ce circuit-là va être un circuit simple, mais par contre, lorsqu'on va couvrir une plage qui est assez large pour un oscillateur, il faut penser probablement à mettre plusieurs condensateurs pour pouvoir donner cette flexibilité d'utiliser plusieurs bandes de fréquences où on va obtenir des oscillateurs à plusieurs bandes. Donc là, on peut prendre cette sortie triangulaire, on peut mettre un circuit de mise en forme pour pouvoir transformer ce signal triangulaire en une forme qui est sinusoïdale. Et puis au besoin, si le signal n'est pas purement sinusoïdal, on peut mettre un filtre pour pouvoir rejeter les harmoniques et garder juste la fondamentale. D'accord. Alors donc là, on a toute la solution pour le projet. Là, c'est la source de départ, mais avec cette configuration, il suffit de changer le R pour varier la fréquence. Et si on change de bande, à ce moment-là, il faut un commutateur pour changer aussi le condensateur. Donc, la mise en forme, il faut revenir un peu au cours sur les diodes. Avec les diodes, on peut donc trouver des astuces et puis on va faire un exercice là-dessus qui permet à partir du signal à ce moment-là triangulaire d'approcher la forme sinusoïdale. Oui. Puis tout là, ça va rester des techniques d'amplification, d'interprétation d'impédance, de filtrage. Donc vraiment le contenu total de ce cours. Une chose est importante, c'est qu'on a au laboratoire, comme on a mentionné il y a quelques instants, des résistances, des potentiomètres qui sont à plusieurs étages, plusieurs niveaux. Donc, ce sont des tandems qu'on peut simultanément changer la valeur. Donc, et c'est sûr qu'ils auront besoin des interrupteurs pour pouvoir définir la plage d'opération de leur oscillateur.